Réunis pour la suite de leur deuxième session ordinaire au titre de l'année en cours, les conseillers des collectivités territoriales ont adopté ce matin 3 projets de décret. Ces décrets qui leur ont été soumis pour avis par le gouvernement sont relatifs à la décentralisation et au secteur minier. Signature d'un protocole d'accord de soutien à l'élevage, le ministère du Développement rural et le CICR s'engagent dans le renforcement des capacités des éleveurs, une synergie voulue pour la réussite des 2 prochaines campagnes. Une vingtaine de journalistes viennent de participer à un café littéraire organisé par l'ambassade des États-Unis au Mali. La représentation diplomatique leur a proposé un travail de groupe autour du livre intitulé Idées de génie, comment créer des messages captivants, une manière pour l'ambassade de les accompagner dans l'exercice de leur profession. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi, jour de Conseil des ministres avec moi dans ce studio Ibrahim Djambili. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir, salut Matandao. Alors, le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire le mercredi 23 novembre 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence de colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Ibrahim. Et voici donc le contenu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant interdiction des activités de certaines associations et fondations sur le territoire de la République du Mali. Les exigences de la défense de l'indépendance et de la souveraineté du Mali dans le cadre de la refondation de l'État ont amené le président de la transition, chef de l'État, à définir les 3 principes suivants qui doivent guider l'action gouvernementale. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenaires et des choix stratégiques opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions. En application de ces principes, le gouvernement de la transition a rejeté les fausses accusations de la France contre notre pays ainsi que des mesures unilatérales et perfides violant la souveraineté du Mali en décidant, entre autres, de l'octroi direct aux organisations non gouvernementales françaises des fonds mis à disposition dans le cadre de l'action humanitaire de la France au Mali. Le présent projet de décret est adopté pour interdire avec effet immédiat et toutes les activités menées par les associations, les organisations non gouvernementales et assimilées opérant sur le territoire de la République du Mali sur le financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France. La mesure concerne aussi bien les associations nationales ordinaires, les associations signataires d'accords cadres avec l'État que les associations étrangères et les fondations. Le gouvernement s'engage à évaluer au niveau interministériel et au niveau des gouverneurs de région et du district de Bamako les effets de la décision sur les populations afin de prendre les dispositions nécessaires pour les accompagner. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre organique de l'ambassade du Mali à Libreville. B. Un projet de décret fixant le cadre organique de l'ambassade du Mali à Rabat. C. Un projet de décret fixant le cadre organique de l'ambassade du Mali à Niamey. D. Un projet de décret fixant le cadre organique de la mission permanente du Mali à New York. E. Un projet de décret fixant le cadre organique de l'ambassade du Mali à Abu Dhabi. F. Un projet de décret fixant le cadre organique de l'ambassade du Mali à Madrid. G. Un projet de décret fixant le cadre organique de l'ambassade du Mali à Ankara. H. Un projet de décret fixant le cadre organique de l'ambassade du Mali à Riyad. Et I. Un projet de décret fixant le cadre organique de l'ambassade du Mali à Kuwait City. Les cadres organiques des missions diplomatiques du Mali, de la zone Afrique, de la zone Amérique, de la zone Asie et Océanie et de la zone Europe sont fixés respectivement par les décrets numéro 2018 et 0518 et numéro 2018 et 0519, numéro 2018 et 0520 et numéro
2018-0521 PRM du 20 juin 2018. Après quelques années d'application, il est apparu nécessaire d'adapter les cadres organiques des dites missions diplomatiques à l'évolution de la géopolitique internationale et au contexte sécuritaire à travers la création des postes d'attachés de défense, de conseillers consulaires et la suppression du poste de ministre conseiller à la mission permanente du Mali à New York, consécutivement à la création du poste d'ambassadeur représentant permanent adjoint. Ces innovations apportées permettront de mieux assurer la défense de nos intérêts et de promouvoir la coopération militaire. Les projets de décret adoptés visent à doter les missions diplomatiques concernées en personnel nécessaire à l'exécution de leurs missions pour les 5 prochaines années. Sur le rapport du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du Centre de formation professionnelle de Sénou. Le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de gestion des flux et de l'amélioration de la qualité des ressources humaines, s'est engagé dans la construction de ce centre de formation professionnelle pour contribuer au développement de l'offre de formation dans les filières porteuses et répondant aux besoins du marché du travail. Le centre de formation professionnelle de Sénou a été construit et équipé dans le cadre de la coopération sino-malienne en vue d'apporter une réponse à la problématique de qualification professionnelle des jeunes et de renforcement des capacités des professionnels. Le centre de formation professionnelle de Sénou est un centre moderne de niveau sous-régional. Il est structuré autour de filières de formation qui ont été définies par rapport aux priorités identifiées dans les schémas directeurs de la formation technique et professionnelle. Les projets de texte adoptés créent le centre de formation professionnelle de Sénou sous la forme d'un établissement public à caractère scientifique et technologique en vue de son opérationnalisation qui contribuera à améliorer l'employabilité des jeunes. Au chapitre des communications, le ministre de l'Économie et des Finances a informé le Conseil des ministres du plan de relance de la compagnie malienne des textiles. La compagnie malienne des textiles participe à la valorisation de la production nationale de coton fibre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement industriel par la création de la valeur ajoutée et des emplois. La compagnie malienne des textiles est confrontée actuellement à des difficultés de divers ordres dans le cadre de la mise en œuvre des solutions proposées. Un plan de relance qui nécessite un appel financier de l'État d'environ 6 milliards de francs CFA a été adopté. La mise en œuvre de ce plan se fera suivant les étapes suivantes. La sortie de COVEC de l'actionnariat de la Comatex SA au franc symbolique, la validation du plan de relance auprès du tribunal de commerce et la mise en place d'une nouvelle gouvernance de la société. Grâce à l'implication du président de la transition, chef de l'État, la convention de sortie de la COVEC au franc symbolique a été signée entre les parties. La réalisation des autres étapes se fera avec toute la diligence nécessaire. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. À vous, Salima Tandao. Merci Ibrahim Djambélé. Suivons ensemble cet élément. Plus de 162 milliards de francs CFA pour subventionner les produits de première nécessité et 204 milliards de francs CFA pour l'harmonisation de la grille salariale. Ces chiffres viennent de la conférence de presse commune des ministres en charge du commerce et des finances. Des actions posées par l'État pour maintenir l'approvisionnement des marchés et apaiser le front social. Je vous propose d'écouter les deux membres du gouvernement. Cette question est une préoccupation centrale pour les plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la transition. Et pour ce faire, il a même déjà anticipé encore pour les mois à venir. Et on a mis en place une commission interministérielle qui va se pencher spécifiquement sur la question de l'approvisionnement du pays et aussi de la maîtrise des hausses des prix des produits de première nécessité. Et nous avons à ce niveau déjà un plan d'action qui
qui est élaboré et qui va être aussi partagé avec vous les jours à venir. Face à ces crises, il fallait quand même que l'État puisse répondre aux besoins des populations. Et comme le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, l'a toujours dit, il faut que chaque acte que nous posons puisse impacter la vie des Maliens. Chaque acte que vous posez doit pouvoir impacter soit aujourd'hui, soit à terme la vie des Maliens. Donc, ce qui veut dire qu'il fallait nécessairement réagir sur beaucoup de tableaux. Parce qu'il faut savoir que dans le même temps, on avait eu beaucoup de revendications salariales. Donc nous avons été obligés de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les partenaires sociaux pour permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Donc on a passé par une justice sociale avec nos partenaires sociaux, ce qui nous a permis d'avoir une harmonisation de la grille avec un impact annuel d'environ 200 milliards de francs CFA, une augmentation de salaire de 200 milliards de francs CFA pour permettre aux salariés d'avoir un revenu supplémentaire permettant de faire face aux différentes crises. Dans le même temps, il fallait huiler le moteur économique en permettant à ces entreprises de pouvoir continuer à travailler. Donc il fallait payer la dette intérieure. Nous avons à peu près plus de 204 milliards de dettes fournisseurs en novembre 2020 et nous avions à peu près 240 milliards en novembre 2021 et aujourd'hui nous avons à peu près 145 milliards de dettes fournisseurs en 2022. Donc nous avons eu à payer à peu près 398 milliards de dettes intérieures pendant la période pour permettre aux entreprises de pouvoir fonctionner et de pouvoir continuer à payer les salaires et de pouvoir continuer à générer des bénéfices leur permettant de pouvoir en tout cas faire face, en tout cas partiellement, aux impacts de la crise. Voilà, à suivre l'intégralité de cette conférence de presse juste après ce journal. La Palestine sera toujours là pour soutenir les efforts du gouvernement et le Conseil national de transition pour plus de stabilité et de progrès au Mali. Ces propos sont du directeur général de l'Agence palestinienne pour la coopération reçu ce matin en audience par le président du Conseil national de transition, colonel Malik Diao. Pour plus de détails, écoutons Imad Zouahiri, directeur général de l'Agence palestinienne pour la coopération au micro de Fousseni Tounkara. J'ai eu l'honneur de rencontrer son Excellence le Président de CNT. Il y a eu un échange très important sur la situation des relations bilatérales entre la Palestine et la République du Mali. J'ai transmis les salutations de son Excellence le Président Mahmoud Abbas et le peuple palestinien au peuple malien et à leur leadership aussi. Réassurer son Excellence le Président de CNT que la Palestine sera toujours là pour soutenir les efforts menés par le gouvernement et le Parlement de Mali pour plus de stabilité et de progrès pour le peuple malien. Déjà, on a commencé la coopération entre le Mali et la Palestine depuis quelques années dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'information aussi. Et nous allons continuer ces programmes de coopération entre le Mali et la Palestine pour le 2023. Dans le domaine aussi de la santé et de l'agriculture. Et nous allons rencontrer dans les jours à venir les responsables des autorités compétentes et des ministères au Mali pour écouter aussi plus sur les besoins et les priorités. Et Inch'Allah, en 2023, on aura beaucoup de programmes à réaliser ici au Mali en utilisant toujours l'expertise et le savoir-faire palestinien. Le Mali a toujours été là pour soutenir la juste cause du peuple palestinien. Le Mali a toujours été là pour soutenir les initiatives menées par la Palestine sur la scène internationale, y compris aux Nations Unies. Et je crois qu'il est normal que la Palestine soit aussi là avec le Mali dans des situations aussi difficiles. Suite de la deuxième session ordinaire du Haut Conseil des collectivités au titre de 2022, les conseillers nationaux ont adopté ce matin 3 projets de décret à eux soumis par le gouvernement pour avis. Les projets de décret en question sont relatifs à la décentralisation et au secteur minier. Noufoum Sissoko a suivi la plénière. C'est d'abord le projet de décret portant création des comités régionaux, locaux et communaux d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement qui a été examiné et adopté par les conseillers nationaux. La commission des lois
des affaires administratives et de la décentralisation du Haut Conseil des collectivités, après analyse du document, propose des amendements. Nous avons demandé à ce que la vice-présidence soit assurée par le président de la collectivité, soit au niveau région par le président du conseil régional, au niveau cercle par le président du conseil de cercle et au niveau communal par le maire de la commune. Nous avons demandé que le président de l'ADER soit membre aussi du comité régional. La commission plan et aménagement du territoire a quant à elle planché sur le projet de décret fixant l'organisation, le fonctionnement et les modalités de gestion du fonds de financement, de la recherche géologique et minière et de soutien à la formation sur les sciences de la terre. Elle encourage les pouvoirs publics à la mise en place de ce fonds afin de mieux rentabiliser le secteur minier au bénéfice de l'économie nationale. Le Mali est considéré comme un pays des mines depuis l'histoire, mais pourtant, rares sont les gouvernements qui peuvent te dire à sa juste valeur quel est le potentiel minier dans de telle ou telle matière et dans telle ou telle localité. Et les recherches menées au Mali, c'est généralement financé par des opérateurs privés. Donc le gouvernement part affaibli dans les négociations parce qu'eux-mêmes, c'est des gens qui font les recherches, ils peuvent ne pas avoir présenté les documents réels des résultats obtenus. Mais si le gouvernement lui-même arrive à avoir les moyens et créer un fonds pour avoir les moyens financiers, pour se faire une idée d'un mapping des disponibles miniers sur tout l'étendue du territoire, ils auront une arme maintenant. 1, pour bien négocier. 2, pour pouvoir installer, si eux-mêmes ils sont dans les besoins, les unités, les industries nécessaires. Enfin, le projet de décret fixant l'organisation, le fonctionnement et les modalités de gestion du fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre l'usage des produits chimiques prohibés a été étudié par la Commission développement rural et environnement. La Commission demande l'implication de toutes les forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement face à l'exploitation anarchique des ressources minières. Nous avons exigé à ce que vraiment on organise leur paillage aujourd'hui. Nous avons demandé à ce que le projet que nous a amené, il ajoute le ministère de la Défense. Parce que quand on veut demander tout de suite à la population de laisser la partie d'orpaillage qui nous pose d'énormément aujourd'hui, vraiment nous avons demandé au ministre quand même de la Défense de s'ajouter à eux pour que vraiment il puisse donner la force pour quand même récupérer la terre malienne aujourd'hui. Les 3 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des conseillers nationaux présents. Ainsi, la 7e institution de la République s'acquitte d'un devoir qui consiste à étudier et à donner un avis motivé sur les politiques de décentralisation, d'aménagement et de développement du territoire. La ministre de la Santé et du Développement social a présidé ce matin la cérémonie de validation et de mise en place de l'Observatoire des risques professionnels à l'initiative de l'Institut national de prévoyance sociale. Jules Sambou-Sissoko. La validation et la mise en place de l'Observatoire des risques professionnels de l'Institut national de prévoyance sociale est la concrétisation d'un engagement fait par cette structure en avril dernier. Elle est la réponse à la demande de l'Interafricain de prévention des risques professionnels qui regroupe 16 États africains. L'Observatoire national des risques professionnels a pour but d'identifier l'ensemble des risques, y compris les risques nouveaux et émergents. On parle souvent de maladies émergentes et ça existe. Concernant la sécurité et la santé au travail, afin d'améliorer la rapidité et l'efficacité des mesures préventives et des mesures de prise en charge. Ces missions spécifiques sont le recueil et la collecte des données relatives aux facteurs de risque professionnel, notamment celles relatives aux accidents de travail et des maladies professionnelles, le traitement, l'analyse, la préconisation des mesures préventives et la diffusion des données. L'ORP est un instrument qui se veut inclusif et participatif au profit des travailleurs du Mali. La promotion de meilleures conditions de travail demeure une priorité des plus hautes autorités du pays. Je voudrais exprimer au nom des plus hautes autorités les encouragements et félicitations pour l'organisation de cet atelier
qui cadre avec la vision du chef de l'État président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. C'est pourquoi j'exhorte la Direction générale de l'INPS à mettre en place le dispositif permettant à l'Observatoire d'atteindre ses objectifs, bien entendu avec l'accompagnement de son conseil d'administration. Selon des spécialistes ivoiriens, sénégalais et maliens de la santé-sécurité au travail, c'est une nécessité qui va compléter le système d'information et fédérer tous les observatoires des risques professionnels africains. Pour la réussite des campagnes 2022-2023 et 2023-2024, le ministère du Développement rural et le CICR ont signé un protocole d'accord de soutien à l'élevage, une façon pour les deux parties de s'engager dans le renforcement des capacités des éleveurs. Mohamed Kayantao à Lukouni. Le ministère du Développement rural et le CICR Mali conjuguent leurs efforts au profit du monde rural, précisément celui de l'élevage. Et c'est à travers une signature de protocole d'accord de soutien à l'élevage pour les campagnes 2022-2023 et 2023-2024. Le CICR essaye de venir en aide aux populations affectées par le conflit, surtout dans le centre et dans le nord du pays, dans les domaines de la santé, de l'eau, de la détention, du rétablissement des liens familiaux, de la protection, mais aussi dans le domaine de la sécurité alimentaire. Et dans ce domaine, nous intervenons à la fois dans l'urgence, notamment pour pouvoir assister les personnes déplacées dès leur déplacement. Nous avons ainsi assisté près de 150 000 personnes en 2022, par exemple, mais aussi dans le domaine de la résilience et du renforcement des moyens de production. Le CICR évolue aux côtés du Mali depuis de longues dates, dans le cadre de l'amélioration du monde rural. Il se réjouit de ces partenariats qui portent sur l'assistance et le renforcement des moyens de production des éleveurs, un coup de pouce pour le gouvernement qui apprécie ces partenariats gagnant-gagnant. Durant la campagne écoulée 2021-2022, 15 parcs de vaccination ont été réalisés. 925 581 têtes d'animaux ont été vaccinées contre la péripneumonie contagieuse bovine sur une prévision de 1 million de têtes et 2 786 147 contre la peste des petits ruminants sur une prévision de 3 millions. Dans le cadre de l'appui aux agro-pasteurs, plus de 2000 tonnes d'aliments bétail ont été distribués au profit de plus de 10 000 ménages. Le ministre du Développement rural et le chef de la délégation du CICR au Mali engagent ainsi leurs structures respectives à respecter les clauses de ce nouveau partenariat. Le lundi 21 novembre dernier, l'Association des élèves et étudiants du Mali AEM a enclenché une grève de 5 jours pour des revendications dont bon nombre sont en cours de traitement par les autorités concernées. Face à cette situation qui prive les enfants de l'école, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali, FENAPM, demande à l'AEM de se ressaisir et de demeurer dans les limites de la loi. Elle exhorte les autorités à vérifier le respect des lois. Et écoutons le secrétaire général de la FENAPM, Yacouba Dambélé, au micro de Jules Sambou Sissoko. Suite au mouvement de grève enclenché par l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, le lundi 21 novembre 2022, s'étalant jusqu'au vendredi 25 novembre 2022, la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et étudiants du Mali fait une déclaration dont la teneur suit. L'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, selon le contenu de leur préavis de grève, fut créée suivant l'ordonnance numéro 41 PGC du 28 mars 1959, relative aux associations, qui a été abrogée par la loi 04-038 du 5 mars 2004. L'AEM a délibérément choisi de perturber l'école malienne en associant de manière forcée et illégale les tout petits des centres de développement de la petite enfance, CDPE, communément appelés jardins d'enfants, enfants de moins de 6 ans, et aussi les élèves des écoles fondamentales âgés pour la plupart de moins de 18 ans, donc ne pouvant militer dans une association, toute chose contraire à la loi. Les parents d'élèves que nous sommes, à travers la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et étudiants du Mali, demandons instamment à l'AEM de se ressaisir et de demeurer dans la limite prescrite par la loi. Nous exhortons le pouvoir public à veiller et à imposer le respect strict des lois par tous les moyens,
qu'ils jugeront adéquats et les assurant de notre soutien sans faille. Restitution de l'étude sur l'analyse de marche et des chaînes de valeur dans les régions de Koulikoro, Sikasso et Bamako. Le but de cette rencontre est d'informer les participants des conclusions de l'étude et recenser leurs recommandations pour l'amélioration du contenu du document. Le point avec Fantama Maniantao. Partager avec les différentes parties prenantes les résultats de l'étude sur l'analyse du système de marche et chaînes de valeur dans les régions de Koulikoro, Sikasso et les districts de Bamako. C'est tout le sens de cette rencontre. Une opportunité d'échange sur une thématique qui peut profiter aux populations en général et aux couches vulnérables en particulier. Ce que l'on veut à travers cet atelier, c'est que vous puissiez apporter toutes vos connaissances, votre savoir, pour pouvoir améliorer ces études filières et les confronter à la réalité. Au cours de cet atelier, le chef de la coopération à l'ambassade de Suède au Mali affirme que le pays est confronté à plusieurs défis. Pour Richard Bumba, il est donc essentiel de soutenir des actions qui peuvent promouvoir la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. Le Mali d'aujourd'hui est confronté à plusieurs défis. Je demeure convaincu que les questions qui seront abordées à la suite des résultats préliminaires de cette analyse rapide enrichiront nos échanges et nos discussions sur les stratégies d'intervention créatrice d'emploi au profit de la population. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle se réjouit de la tenue de cet atelier. Le ministre Doumbia encourage de telles initiatives en faveur des jeunes. L'idée, c'est de voir quelles sont les filières dans lesquelles on peut créer le maximum d'emplois pour les femmes et les jeunes. Il se trouve que nous avons fait un forum national sur l'emploi des jeunes et sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en milieu rural. Et donc nous avons estimé que cette étude peut nous aider dans la marche vers la mise en œuvre des résultats du plan d'action de ce forum-là. Notons que ce travail laborieux a été mené par le Bureau international du travail. Le ministre délégué chargé de l'action humanitaire Oumarou Diarra a procédé à la remise de 200 kits scolaires aux élèves orphelins et associations. C'était au siège du mouvement patriotique pour la justice, Aliou Abdoulaye Touré. Chaque jour qui passe est l'occasion pour le ministre chargé de l'action humanitaire de renforcer davantage les actions à l'endroit des personnes nécessiteuses. Ainsi, Oumarou Diarra a procédé à la remise de 200 kits scolaires aux élèves orphelins et associations de Niamakoro. Chaque kit scolaire comprend une dotation complète pour l'élève. Nous avons voulu apporter la joie à des orphelins au niveau d'un certain nombre d'établissements scolaires. D'abord la Mandersa de Missabougou, la Mandersa de l'ONG Bouchra au niveau de la commune 1 du district de Bamako, aussi l'orphelinat de Fana et aussi à un centre de mémorisation de Coran où nous avons beaucoup d'orphelins. Pour nous, l'objectif recherché, c'est d'être au plus près de cette population, d'être là pour cette couche vulnérable. Par rapport à ce geste, je suis très contente. Je ne peux dire que merci au ministre d'avoir pensé à nous, les orphelins, nous les veuves, les orphelins de la commune de Guénéka, parce que nous aussi, on en avait besoin. Donc, je suis très contente. Cet élan de solidarité du département est couplé à la remise des moustiquaires imprégnés. Les membres du comité d'orientation du projet communautaire de relèvement et de stabilité du Sahel viennent de se réunir à Bamako pour leur première session ordinaire. Ils entendent conjuguer leurs efforts, faire des propositions pertinentes pour que le projet puisse atteindre ses objectifs. Le projet couvre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour une période de 5 ans. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 54 milliards de francs CFA. Le point avec Koumba Sissé. La zone du Liptako-Gourma est une zone située entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pour alléger la souffrance des communautés vivant dans la zone du Liptako-Gourma, la Banque mondiale a mis à la disposition des autorités des pays concernés environ 54 milliards de francs CFA pour le financement du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel. Ce projet vient de démarrer au Mali pour une durée de 5 ans. La présente réunion constitue donc la toute première session ordinaire du comité d'orientation du dit projet. Notre comité
a principalement pour mandat de donner des orientations et conseils stratégiques pour la bonne marche du projet, d'approuver les programmes et les rapports périodiques de mise en œuvre du projet, de garantir la cohérence entre les activités du projet et les activités similaires financées par le Mali et d'autres bailleurs de fonds, de veiller à l'exécution des recommandations des missions de supervision et d'audit. Au Mali, plus de 6 milliards 422 millions de francs CFA sont consacrés à la première phase du PCRS. Le montant du budget est évalué à un peu plus de 6 milliards et vise à travailler à travers un certain nombre de composantes pour le relèvement et la stabilisation de la zone du Sahel. À travers d'abord la fourniture aux communautés qui sont directement touchées par les conflits. Ensuite, il y a une autre composante qui va s'atteler à la stabilisation et développement territorial à travers la réalisation d'infrastructures beaucoup plus structurantes. En plus de ça, nous allons beaucoup nous apaisantir sur les aspects de cohésion sociale, sur les aspects d'inclusivité et nous avons également travaillé à la coordination régionale. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel est piloté par le ministère de l'Économie et des Finances. Affaires en marge du Forum mondial de l'Alliance des civilisations, le chef de la diplomatie malienne s'est entretenu avec son homologue marocain. Les échanges ont porté essentiellement sur la coopération bilatérale. À l'issue de cet entretien, Abdoulaye Diop s'est exprimé face à la presse. Des propos recueillis par Ibrahim Traoré. Il y a une coopération très riche et très positive entre le Royaume du Maroc et le Mali. Le Royaume du Maroc qui intervient au Mali dans tous les secteurs. Renforcement des capacités avec la présence de beaucoup de ressortissants maliens qui ont été formés et qui continuent à être formés dans les écoles, les académies et les universités marocaines. Une coopération sur le plan sécuritaire. Nous savons que le Maroc a une expérience particulière dans le domaine de la lutte contre l'extrémisme violent, la lutte contre le terrorisme. Des efforts aussi pour promouvoir la modération. 500 imams maliens ont été déjà formés au Maroc et récemment nous venons de signer un protocole pour renouveler ce contingent avec 300 personnes qui viendront comme imams ou prédicateurs ou prédicatrices. Nous voulons remercier le Royaume du Maroc pour ça. Et nous avons aussi une coopération économique et commerciale qui est très dense. Le Maroc a aidé à mettre sur pied des banques maliennes. Le Maroc est présent dans le domaine de la téléphonie, dans le domaine agroalimentaire. Donc notre coopération touche pratiquement à l'ensemble des secteurs d'activité. Une des préoccupations que nous avons naturellement, c'est de pouvoir, dans le cadre de cette coopération commerciale, pouvoir fluidifier au maximum la libre circulation des personnes entre les deux pays. Nous avons évoqué la question avec notre frère Nasser Bourita. Le Maroc est dans les meilleures dispositions pour travailler avec nous, pour alléger au maximum toutes les difficultés et tracasseries éventuelles que nos compatriotes pourraient rencontrer. Je voudrais adresser au nom du président le colonel Goïta, son Excellence le président de la transition du Mali, toute notre gratitude et notre reconnaissance à Sa Majesté le roi Mohamed VI et aussi au Maroc pour avoir toujours eu de façon constante une position assez pragmatique, assez ouverte, assez réaliste par rapport à la transition du Mali, où le Maroc a toujours souhaité qu'on fasse confiance au génie des Maliens pour pouvoir trouver les réponses. Ceci envoie un message important à la communauté internationale de se mettre dans une position de soutien et d'accompagnement. Lancement officiel dans la région de Kita des activités du comité consultatif du secteur suivi de la formation des membres du comité. La rencontre offre l'opportunité à toutes les couches socio-professionnelles de Kita de changer sur les préoccupations sécuritaires de Kita. Mahamadi Aliou Bari, Nouhoum Kamara. Notre pays, tirant les leçons de la crise multidimensionnelle de 2012, a entrepris en 2013 une réforme de son secteur de la sécurité avec un accent particulier sur le système de défense et de sécurité. C'est pourquoi le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité vient de lancer ses activités suivies de la formation des membres du comité consultatif de sécurité dans la région de Kita. C'est une rencontre plus que utile pour ceux qui connaissent en tout cas la région de Kita, qui est une nouvelle région, qui a besoin d'une telle structure pour renforcer ses capacités opérationnelles, pour faire vivre les réalités sécuritaires au niveau de cette région. La mise en place de ce comité s'inscrit dans le cadre
de l'amélioration des relations de confiance entre forces de défense et de sécurité et des populations. L'évolution de la situation sécuritaire générale du pays nécessite une conjugaison des efforts de toutes les couches. Cette rencontre offre l'opportunité à toutes les couches socio-professionnelles de Kita d'échanger sur les préoccupations sécuritaires. Aussi, elle portera entre autres sur les généralités de la réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2022-2023, ainsi que les rôles et responsabilités des comités consultatifs de sécurité. Des experts du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité partageront avec nous les différentes thématiques pour mieux nous outiller à faire face à nos missions et responsabilités liées à ces secteurs. J'ose d'ores et déjà croire que vous allez tous vous impliquer à travers votre assiduité et votre participation active pour mieux assimiler ces concepts au bénéfice de notre région. Cette activité financée sur budget national traduit la ferme volonté des plus hautes autorités du pays en actes concrets, le processus de réforme du secteur de la sécurité au Mali. Des marchés engorgés et insalubres, des étals transformés en nids de bandits, c'est le triste constat fait par le président de la délégation régionale de la Chambre de commerce de Bamako. Malgré cette situation, les marchés restent suffisamment approvisionnés. C'est ce qui ressort de la visite de ce matin sur les marchés d'Ibidani, Médine et le marché rose de Bamako. Reportage Mamadou Fani. Dans le cadre de ces missions régaliennes, la délégation régionale de la Chambre de commerce du district de Bamako a effectué une mission de supervision des marchés de la capitale. Il s'agit pour le président de la délégation du district de s'enquérir des difficultés rencontrées par les commerçants et l'état d'approvisionnement du marché. La visite d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de concertation que nous avons mis en place au niveau de la Chambre de commerce du district de Bamako, qui s'appelle CACOPE. C'est pour faciliter les échanges avec les organisations fêtières du secteur privé du district de Bamako. Nous voulons qu'après cette visite-là, que des mesures soient prises pour qu'on puisse vraiment sécuriser nos marchés davantage. Du marché des légumes de Dibida au marché de Médine, en passant par le marché rose, les difficultés sont les mêmes. L'engorgement des marchés, l'insalubrité des étals transformés en nids de bandits et même en maisons de passe. Les mesures fortes seront prises avec tous les acteurs. Il y a toutes les associations des commerçants détaillants qui sont avec nous aujourd'hui. Après cette visite-là, nous allons interroger vraiment les autorités compétentes, ceux qui sont vraiment à mesure de pouvoir prendre vraiment des décisions pour que nous puissions vraiment sortir de là. De cette visite, on constate que les marchés sont suffisamment approvisionnés. Cependant, les commerçants déplorent la mévente des produits. Mévente due à la cherté des produits selon certains commerçants. Les textes régissant le commerce en République du Mali sont largement expliqués aux acteurs du secteur. C'est à la faveur d'une rencontre initiée à Ségou par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce. Cette rencontre permettra de faciliter la collaboration entre la Direction générale du commerce, de la concurrence et de la consommation des commerçants et des consommateurs maliens. Reportage Fousseni Samaki. C'est pour une meilleure dissémination des textes régulant le commerce que la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, en partenariat avec la Direction générale du commerce, de la concurrence et de la consommation, rencontre les différents acteurs de la chaîne commerciale sur ces textes. Nous avons identifié 3 textes. La loi qui régit la concurrence, le texte portant lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses. Ensuite, la loi portant protection du consommateur. Et un accent particulier sera mis sur cette loi portant protection des consommateurs pour que le prix qui est appliqué soit effectivement le résultat de l'offre et de la demande. L'appropriation du contenu de ces textes s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'inflation des prix, la concurrence déloyale et autres maux qui minent le secteur du commerce. Si les autorités commerciales viennent nous guider sur les textes qui régulent le commerce, c'est salutaire. Il y aura moins d'erreurs après cette rencontre. L'organisation de cette journée répond à un double impératif, celui de renforcer les compétences des ressortissants, tenus de respecter les textes, et de faciliter la coopération entre ceux-ci et les autres acteurs en charge de l'application de la loi en matière de commerce. Cette initiative permettra de réguler le commerce qui représente 65% du produit intérieur brut malien, selon les représentants du ministère de l'Industrie et du Commerce.
Le gouverneur de la région de Tombouctou a effectué une visite de terrain à Gourmara-Rousse. Objectif, s'enquérir des préoccupations de cette localité et de l'organisation d'une audience foraine pour une bonne distribution de la justice. Les préoccupations sont entre autres l'insécurité, l'inondation des cultures et le manque d'eau au Artiem Tombouctou. Idrissa Goulou Sissoko. À travers cette visite à Gourma-Ararous, le chef de l'exécutif régional entendait s'enquérir des préoccupations des populations de cette localité, assaillies par certaines difficultés. Un accueil chaleureux a été réservé au gouverneur et à sa délégation. Une occasion mise à profit par les autorités locales, notamment le maire, le préfet et le président du collège transitoire, pour exprimer leurs besoins et magnifier leur soutien à la transition. La population de Raous, dont vous êtes l'hôte aujourd'hui, à l'instar de toutes les autres communes, vous remercie pour votre engagement pour la résolution de nombreux problèmes, notamment la finition des travaux de l'électrification de la ville de Raous. La SOMAGEP ne couvre que moins de 50% de la population de Raous, des besoins de la population de Raous. Sur le plan sécurité alimentaire, malgré la bonne pluviométrie enregistrée cette année, la campagne est peu satisfaisante, due surtout à la forte crue du fleuve provoquant des inondations au niveau de plusieurs plaines. Pour cette visite, le gouverneur était accompagné du chef de bureau de l'aménagement de Tombouctou, qui n'a pas manqué d'énumérer les actions menées en faveur des populations pour le renforcement de l'action gouvernementale et l'accès des populations aux services sociaux de base. J'aimerais citer le projet de relance des activités socio-économiques des femmes et des jeunes de Raous, un projet d'extension et d'adduction d'eau sommaire de Raous d'une valeur de 19 158 000 francs CFA. Un projet de fourniture de matériel informatique et installation de systèmes de communication par VSAT pour l'Académie de l'enseignement de Gourma-Ararous, les CAP de Gossi et Raous, ainsi que le lycée de Raous. Un autre temps fort aura été la tenue d'une audience foraine par le juge de paix à compétence étendue de Gourma-Ararous. Cette visite avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était pour permettre au gouverneur de la région de Tombouctou que je suis de prendre contact avec la population. Le deuxième objectif était de permettre les juges de paix à compétence étendue de Raous de tenir une audience foraine. Le bilan est positif. Tous ces deux objectifs ont été atteints. La visite s'est achevée chez les notabilités qui ont fait des bénédictions. L'ambassade des États-Unis au Mali accompagne les jeunes journalistes dans l'exercice de leur profession. La représentation diplomatique a organisé un café littéraire avec une vingtaine de journalistes, une occasion pour ces derniers de faire des exposés en groupe de travail sur un livre intitulé « Idées de génie, comment créer des messages captivants ». Awa Ditma Kamara a passé quelques heures avec ses collègues dans les locaux de l'ambassade américaine. Suivez son compte-rendu. En journalisme, les faits sont sacrés et le commentaire est libre. Il revient donc aux journalistes de rendre l'information plus crédible afin de capter son public. Et pour ce faire, le journaliste est appelé à se former, s'informer et se documenter. C'est conscient de cela que l'ambassade des États-Unis, à travers le projet ProGenre, a organisé un café littéraire pour des jeunes journalistes. Votre inclusion dans le corps de la presse malienne signifie que plus de voix féminines seront entendues et surtout plus de problèmes et de perspectives des femmes seront au centre de l'actualité. L'art de l'écriture et du reportage où capter l'attention de notre public est un élément essentiel pour raconter une histoire et pour faire passer un message. Les 22 jeunes journalistes venus de différents organes repartis en 6 groupes ont fait des exposés sur le livre des frères Yves, Idées de génie, comment créer des messages captivants. La complicité, un journaliste peut vite perdre le fil. Plus un journaliste travaille longtemps sur un article, plus il risque de perdre son objectif de vue. Quand vos interlocuteurs sont intéressés par ce que vous racontez, ils vous suivent. D'entrée, vous avez l'attention de votre public. L'exemple qui illustre cela dans le bouquin est l'exemple de Karine Wood. Pour dire que le journaliste doit être concret, les baignoires remplies de glace, les petits mots à côté, les téléphones, ça explique un peu le côté reportage.
Donc, pour qu'un reportage pour qu'on capte son auditeur, les lecteurs, les auditeurs, souvent il est très important de mettre ces détails-là. Ce café littéraire fait suite à une formation des jeunes journalistes sur différents modules. La finalité est de les amener à occuper la place qui leur revient dans le paysage médiatique. Pour montrer que vous êtes capable non seulement de faire des reportages, des débats, des entretiens, vous êtes aussi capable d'animer des émissions littéraires. Parce que le livre qui vous a été distribué parle des choses extrêmement intéressantes pour vous. Je l'ai compris lorsque je lisais les synthèses que vous avez produites, qui sont d'une très grande facture de mon point de vue. Les livres ont été offerts par l'ambassade des États-Unis. La représentation diplomatique s'engage à accompagner ces jeunes dans la perfection. La deuxième édition du Fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes vient d'être lancée ce mercredi au Palais de la Culture. Face à la presse, les responsables du projet entendent à travers cette activité contribuer au développement du secteur privé. Par la même occasion, ils invitent le public à venir découvrir les stands des entreprises, cela durant 4 jours sur les berges du Niger. Cette édition a pour thème entrepreneuriat durable. Reportage Adama Traori. Le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes dans notre pays est une priorité pour le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. C'est pourquoi les responsables du projet FAISE ont initié la 10e édition de la foire dénommée FAISE Sougou. Face à la presse, ils ont décliné les grandes articulations des activités. Il y aura 200 entreprises de jeunes qui auront la possibilité de présenter leurs activités et leurs produits. Et le public bamakois est donc invité à venir visiter cette foire pour rencontrer les entrepreneurs et puis aussi assister à d'autres événements comme des masterclass. Il y aura un grand panel le samedi. FAISE Sougou sera une opportunité pour le grand public de découvrir plus d'une centaine d'entreprises FAISE provenant de l'ensemble du territoire national. Les principaux secteurs d'activité concernés sont, entre autres, la transformation agroalimentaire, l'artisanat, la mode et les BTP. Le FACEJ finance uniquement des projets d'entreprise portés par des jeunes, que ce soit pour des entreprises en création, donc des nouvelles entreprises, même si souvent on accompagne des jeunes qui ont commencé une activité dans l'informel et qui ont besoin à un moment donné pour passer à une vitesse supérieure pour développer leur entreprise d'un crédit bancaire. Donc des entreprises en création et aussi des entreprises en croissance. L'édition 2022 de FAISE Sougou a pour thème l'entrepreneuriat durable, toute chose qui mérite l'accompagnement financier des fonds danois et néerlandais. Dans une déclaration déposée à la rédaction, l'Union pour la République et la démocratie a pris connaissance de la rédaction de l'avant-projet de constitution. L'URD rappelle que tous les régimes successifs de la Troisième République ont éprouvé le besoin d'apporter des corrections et l'amélioration à la Constitution du 25 février 1992. Cette volonté constante de tous ces régimes prouve la pertinence de la révision du présent texte fondamental et de l'adoption d'une nouvelle Constitution. Elle a été exprimée ainsi lors des Assises nationales de la refondation ANR. L'URD salue la remise au président de la transition, chef de l'État, par la commission d'experts locaux de l'avant-projet de constitution de la République du Mali. L'URD félicite la commission des experts pour la qualité du travail et note avec satisfaction de nombreuses avancées dans le dit avant-projet. L'URD invite l'ensemble des Maliens à se l'approprier, à le soumettre à une analyse objective et constructive en vue d'en améliorer les dispositions dans l'intérêt du peuple malien, du confort et de la consolidation de notre démocratie. L'URD a mis en place une commission technique pour examiner en profondeur l'avant-projet. Les éventuelles insuffisances que comporte le document feront l'objet de propositions d'amendements et seront rendues publiques très prochainement.
L'URD reste disponible et invite les forces vives du pays à bâtir un large consensus autour de ces textes fondamentaux dans le cadre d'un dialogue républicain fécond et direct. Ainsi prend fin ce journal. Merci et à demain, Inch'Allah, même heure. Bonsoir.